Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4, plus chauds que braise. Bonjour. De tout temps, les amoureux connaissent ce superbe sonnet de Louise Labbé. Mais beaucoup ignorent tout de la personnalité et de la vie de son auteur que je me propose de vous raconter. Les sabots d'un cheval lancé à vive allure résonnent sourdement dans la terre molle, éclaboussant les flancs déjà crottés du roussin. Bientôt, Benoît, le grangier de maître Pierre Charly, cordier de son état, enfonça ses talons dans le ventre de sa monture. Comme tous les porteurs de bonnes nouvelles, il était impatient de parvenir au terme de son voyage, en l'espèce la ville de Lyon. Un sourire fendait d'une oreille à l'autre son visage réjoui et éclatant. C'était en effet une bonne, une excellente nouvelle qu'il apportait à maître Pierre. Au petit matin venait de naître en son domaine de Gela une fille vigoureuse, à la voix puissante, une fille qui venait enfin après 3 garçons. Benoît savait combien cette nouvelle allait apporter de joie à son maître. Et c'était sa propre épouse, Pernette, la grangière, qui avait reçu la nouveau-née dans son tablier. Nous sommes en l'an de grâce 1522, dans les premiers jours du mois d'avril. Bientôt, au détour d'un chemin, Lyon apparut aux yeux de Benoît. La ville semblait se prélasser mollement, allongée le long des eaux bondissantes au pied de fourvières. La colline surplombait la cité de ses pentes verdissantes, où jaillissait, çà et là, la blancheur d'une riche demeure ceinte de jardins. À flanc de coteau s'étageait un enchevêtrement de maisons qui escaladaient cette manière de falaise, tellement entassée que le rez-de-chaussée de l'une servait de l'autre de grenier. À mesure qu'il pénétrait dans la ville, le grangier dut ralentir l'allure de sa bête tant la circulation devenait dense. Les fers du roussin claquaient à présent sur le pavé, car feu le roi Louis, 12e du nom, lassé de piétiner dans les boues malodorantes de sa bonne ville de Lyon, avait commandé qu'on pavât les rues. Les notables renaclaient devant les dépenses causées par une telle mesure, mais force leur fut cependant de s'exécuter. Lyon n'était-elle pas alors la seconde ville et presque la capitale du royaume? À Lyon s'agitaient d'ailleurs les grosses questions qui mettent en jeu les intérêts de France. En 1450, un édit du roi Louis XI avait accordé à la ville un monopole sur les toiles, les cuirs et les pelleteries. Les banques étaient nombreuses et bien implantées, et parmi les banquiers, les Italiens étaient les plus actifs et les plus riches. Benoît entre dans la rue des Heubergeries, franchit le pont tant de fois emporté par les crues, et prend la rue des Corcheboeufs pour gagner le quartier des Cordiers. Maître Pierre habitait rue de l'Arbre Sec, dans laquelle venait de s'ouvrir une imprimerie. De loin, Benoît reconnut son patron à cause de sa haute taille. Debout, parmi les ouvriers, il les dominait de toute sa tête, mais il était vêtu comme eux, et portait, noué aux hanches, le tablier, insigne des artisans. Le ronflement des rouets emplissait la rue au point que maître Pierre n'entendit pas approcher le roussin. Cependant, lorsque Benoît l'eut salué, il rejeta en arrière son bonnet, s'épongea le front et interrogea le messager avec fièvre. Lorsqu'il apprit
la naissance de sa fille, il éclata de rire et dans sa joie donna congé à ses ouvriers, leur allouant libéralement de quoi boire à la santé de Étiennette, la couchée, et de la petite Louise. Des vivats saluèrent sa générosité. Il faut dire que la condition des ouvriers était particulièrement dure en ce temps-là. Les tâcherons de toute profession trimaient, pour un maigre salaire de quelques sols, du lever au coucher du soleil, ce qui s'entendait de 5 heures du matin à 7 heures. À 7 heures du soir, en été, et de 6 heures à 6 heures en hiver. Les soyeux à Lyon, comme d'ailleurs les imprimeurs, commençaient leur journée encore plus tôt, vers 2 heures du matin. Cet horaire était si bien entré dans les mœurs que Rabelais, dressant le tableau idéal de la journée d'un étudiant, fait réveiller Pantagruel à 4 heures du matin. Il faut préciser toutefois que si l'on parvenait à maintenir ce rythme acharné, c'était grâce à la foison de jours fériés que comportait l'année. Outre les dimanches et les fêtes religieuses, on ne manquait pas de chômer aussi, dans chaque corps de métier, pour célébrer épousailles et baptêmes. En sorte que certaines années, les jours chômés étaient plus nombreux que les jours de travail. Et encore faut-il souligner que les jours chômés n'étaient pas payés aux ouvriers. La naissance de Louise fut donc fêtée dignement pendant plusieurs jours dans le domaine florissant de Gela, à Parcieux, à quelques lieues de Lyon, d'autant plus que la fortune de Pierre Charly était considérable. Elle était due, certes, à son travail assidu, mais aussi, il faut bien le dire, à la manière ingénieuse dont il conduisait sa vie en matière matrimoniale. Sa première épouse, Guillermette, veuve de Jacques Humbert, dit l'abbé, lui apporta en dot la maison du défunt et assez curieusement le nom de celui-ci qui passa aux enfants de second lit de Pierre Charly, Barthélemy et Mathieu. Malgré son orgueil paternel, il ne pouvait pressentir que la nouveau-née, tout frais arrivé en ce monde, y venait enrichir non seulement le cercle de famille, mais encore le trésor universel de la poésie. Il faut dire qu'elle arriva en une période faste en Europe pour le développement de l'humanité. L'imprimerie avait fait son apparition en France, après Bâle et Venise, et avant la Hollande et l'Espagne. L'Amérique avait été découverte ou redécouverte en 1492 par Christophe Colomb, et David Copernic, de son côté, définissait le système solaire. Les limites du monde une fois encore explosées. La science s'imposait. La médecine innovait. L'invention de la gravure vulgarisait les œuvres d'art. La culture antique était remise à l'honneur. Cette période brillante, que l'on appela Renaissance, vit l'éclosion des plus grands génies artistiques. Donatello, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël. La Renaissance littéraire apparut dès le XIVe siècle en Italie, gagna la France sous l'influence de professeurs et d'étudiants venus travailler dans les universités italiennes. Ils en rapportèrent le goût des lettres anciennes et la passion de l'Antiquité. C'est ainsi qu'un des premiers ouvrages sortis de l'imprimerie de la Sorbonne, La rhétorique, de Guillaume Fichet, affirme l'objectif d'enseigner l'art du bien dire, épuisé à la source féconde du génie grec et latin. Cette renaissance se manifesta d'abord par l'humanisme. La plupart des humanistes français sont des érudits, comme Guillaume Budet, premier helléniste français,
fondateur du Collège des trois langues qui deviendra le Collège de France. Ces humanistes introduisent l'idée de libre pensée et d'art et donnent à l'individu sa valeur propre. Le roi François Ier et sa sœur, Marguerite, favorisèrent ce nouveau courant, s'entourant de poètes et de lettrés. Cet engouement pour la littérature ancienne risquait toutefois d'étouffer le développement de la langue française et de privilégier à l'excès l'étude du grec et du latin. En définitive, il n'en fut rien. Ce retour à l'Antiquité contribua au contraire à l'enrichir grâce à des hommes qui, sans rejeter l'influence de l'humanisme, pratiquaient les genres traditionnels, rondeaux, ballades, dans le domaine de la poésie, comme Clément Marot, Ronsard, Joachim du Bellay, Pontus de Thiard, Jaïf, Jodelle. Le groupe de la Pléiade, constitué en 1556, s'appuya sur un manifeste rédigé par Du Bellay, Défense et illustration de la langue française. Du Bellay est sans doute le plus attachant des poètes de la Pléiade, et Louise sera très marquée par sa poésie, ainsi que par celle de Pontus de Thiard, qui sera passionnément amoureux d'elle. 2 ans après sa naissance, Louise perdit sa mère. Elle était trop jeune pour réaliser l'étendue de sa perte, d'autant plus que son père l'entourait d'une tendresse quasi maternelle. Toutefois, celui-ci n'étant ni d'âge, ni de mœurs, ni d'humeur à demeurer seul avec 4 enfants, dont 2 en bas âge, il épousa dès l'année suivante Antoinette Taillard, une fraîche jeune fille de 20 ans, fille d'un boucher, ne possédant pas de biens, mais fort bien faite. Louise apprit à coudre et à filer, car Antoinette était bien décidée à faire de l'enfant une ménagère aussi habile qu'elle l'était elle-même. Mais la fillette, très éveillée et intrépide, préférait de loin trotter derrière ses grands frères et manier la plume d'oie sur le parchemin. Très vite, elle commença à tendre les bras obstinément jusqu'à ce que Benoît la juchât sur le cou du vieux Roussin. Dès qu'elle le put, elle monta seule, cheveux au vent, les mains agrippées à la crinière. Et quand elle comprit que, pour chevaucher, les choses étaient plus pratiques que les longues jupes et les vertugades dont étaient alors vêtues les jeunes filles, elle emprunta les habits à ses frères, et son père, ravi de cette audace, lui commanda un habillement complet de cavalier, avec lequel elle pourrait plus aisément galoper dans les champs. Pierre Charly prit très vite conscience de la vive intelligence de sa fille et de ses qualités de cœur. Mais si elle était fort gracieuse, sagace, obstinée et avide de connaissances, elle possédait un handicap considérable à cette époque. C'était une fille. Et une fille n'avait d'autre perspective que de se marier, et de tenir au mieux sa maison et d'élever ses enfants. À ce moment-là, il y avait à Lyon un médecin qui, fuyant les tracasseries de la Sorbonne, écrivait en paix un Gargantua et un Pantagruel promis un bel avenir. Cet audacieux novateur, François Rabelais, qui prétendait puiser sa gaieté d'esprit dans les cochonailles lyonnaises, était résolument opposé à l'éducation des femmes. La femme, disait-il, a le rôle le plus noble qui soit, celui de perpétuer notre race, et rien qu'en cela, je lui en suis fort reconnaissant. Mais il est vrai, et cela est loi de Dame Nature, que si elle est pareille à nous, en esprit et en cœur,
Elle en est fort éloignée en matière d'humeur et de sexe, comme l'ont bien montré Hippocrate et tous nos plus grands docteurs. Pierre Charly fut l'un des 40 fondateurs de l'Aumône Générale de Lyon, fondation charitable chargée de loger, nourrir et faire travailler les indigents, sans négliger d'exercer sur eux une stricte surveillance, et à partir de novembre 1532, François Rabelais, qui avait alors 38 ans, commença à soigner dans cet établissement et rencontra à plusieurs reprises notre maître Cordier avec lequel il noua des relations d'amitié. Et il est vraisemblable qu'il croisa souvent les pas de Louise. Néanmoins, Pierre, malgré les réticences d'Antoinette et la désapprobation de Rabelais, résolut de donner à Louise une instruction aussi solide que celle de ses frères, et il s'appuya pour cela sur un gros traité écrit par un certain Cornelius Agrippa de Nottesheim, qui affirmait que toute la différence entre l'homme et la femme est seulement du côté du corps. Ce même Cornelius assurait sans sourire que c'est en tout que les femmes surpassent les hommes. Ainsi encouragé, il la confia à Maurice Sèvres, tout juste rentré d'un long voyage d'études en Italie. Petit, chétif, contrefait, le menton avalé et couvert d'une barbe rude, il était tout le contraire d'un prince charmant. Mais à peine ouvrit-il la bouche que Louise tomba sous son charme. Ce garçon érudit qui parlait grec et latin l'initia à la littérature italienne et lui fit lire Dante, Boccace, Pétrarque. Par ailleurs, elle continuait à chevaucher dans les champs et dans les rues, vêtue en homme, un poignard passé à la ceinture, une cape de velours voltigeant derrière les épaules. Elle vivait libre et gaie, sous les yeux attendris et bienveillants de son père et de ses frères. Lorsque, alors qu'elle venait de fêter ses 16 printemps, elle suscita une passion inouïe à un poète romain dont on ignore le nom, mais dont on sait qu'il était vieil, tout au moins aux yeux d'une jouvencelle de 16 ans, puisqu'il avait plus de 25 ans. Louise repoussa en souriant les assiduités du Romain. Elle commença alors à éprouver ce que sont les passions de l'amour, cet amour que, plus que tout autre, elle devait chanter, et l'objet de ses premiers émois fut un homme de guerre. Elle se souviendra plus tard de ces tournants d'amour, et elle l'exprimera avec beaucoup d'émotion dans ses élégies. Bien des suppositions ont été émises sur la personnalité de cet homme de guerre. On parla même du dauphin dont elle avait fait connaissance lors d'une fête à l'occasion du passage à Lyon du roi et de sa cour, dans la grande salle de l'abbaye d'Ainay, quelques mois auparavant. Et il faut toutefois nous résigner, pas plus que le nom du bon poète romain, l'histoire ne nous a pas conservé celui de l'homme de guerre qu'aima Louise Labbé. Ce qui est probable, c'est que c'est par amour pour lui, et dans le but de le suivre, qu'elle participa au siège de Perpignan, alors possession espagnole, et que François Ier souhaitait enlever. Louise y prit part, avec un habit d'homme et sous le nom de capitaine Louis, et celle qui déjà commençait à manier fort bien la plume, mania avec bravoure son épée et sa lance. Mais cette malheureuse aventure, qui se termina de piteuse façon, la sépara brutalement de l'homme qu'elle aimait, et dans sa douleur, elle se replia sur elle-même, tandis que sa renommée commençait à se répandre dans les cercles lettrés de la ville.
Quelques années plus tard, nous retrouvons Louise dans l'éclat de sa beauté épanouie. Visage allongé, yeux sombres et expressifs, bouche spirituelle, front dégagé qu'encadrent des cheveux châtains frisés, telle apparaît Louise Labbé, peint dans la fleur de l'âge par Pierre Vauhériot. Ce fut sans doute une femme coquette, propre comme la feuille autour du fruit, selon sa propre expression. Sa lecture favorite était celle de Balthazar Castiglione, auteur du Courtisan, qui exhortait les dames à soigner leurs dents et leurs mains. Sous la Renaissance, si la mode était aux pommades de beauté et aux eaux de senteur, telles l'eau de rose et eau de Damas, on passait fort peu de temps à se laver. Louise se distinguait par son goût pour les bains. Par ailleurs, elle blondissait ses cheveux, non avec des lavages d'eau de chaux, recette gauloise et passée à la mode, mais avec de l'eau claire, où avait macéré de la cendre d'écorce de hêtre. Et elle se frottait le visage, l'été, avec de l'eau puisée dans la Saône. La Saône qui, comme tous les fleuves à cette époque, ne connaissait pas de problème de pollution. C'est ce qui lui permettait de conserver toujours un teint de jeune fille, et ce fut certainement la recette de sa beauté. Dans un charmant poète, Pelletier du Mans compare la beauté de Louise à l'éclat de la lune resplendissant par-dessus les étoiles. Pourtant, elle n'est toujours pas mariée et refuse systématiquement tous les prétendants. Il faut rappeler qu'en ce temps, la famille était entièrement maîtresse du destin de ses filles. Il en allait d'ailleurs toujours ainsi au temps de Molière, au temps de Balzac et même au début du XXe siècle. Pierre Charly ne voulait pas marier sa fille contre son gré, mais voulait faire taire les voisins qui commençaient à jaser. Il finit donc par faire un choix qui peut paraître surprenant. Lui qui avait consacré tant de soins à l'éducation de sa fille et se montrait à juste titre fier de ses dons et de sa culture, la jeta dans les bras d'un cordier, nanti de bien, mais d'éducation fruste et qui touchait à la cinquantaine. Louise, lasse sans doute de toujours rechigner, et impatiente d'échapper à la domination de plus en plus implacable de sa belle-mère, consentit au mariage préparé par son père, mais posa ses conditions à maître Edmond Perrin, son futur époux. Elle souhaitait être indépendante, régner en maîtresse sur son propre foyer et mener sa vie comme elle l'entendait. Edmond Perrin accepta toutes ces conditions et il se montra généreux envers sa jeune femme et la traitera toujours avec affection et respect. Il la laissa disposer de ses biens, remeubler à son gré la maison, s'y tailler un logis indépendant, bouleverser le jardin jusqu'à en faire une des merveilles de Lyon, s'entourer enfin de la société raffinée de lettrés, de savants, d'artistes qu'elle aimait et où l'honnête cordier devait cependant se trouver fort dépaysé. Un siècle avant le bonhomme Chrysale, Edmond Perrin aurait pu dire qu'il vivait de bonne soupe et non de beau langage. En tout cas, il supporta patiemment l'invasion des amoureux qui se pressaient autour de celle que l'on n'appelait plus désormais que la belle cordière, se contentant de sermonner gentiment ce qui se montrait un peu trop entreprenant. Au beau jour, Louise recevait ses visiteurs dans son jardin extraordinaire. Et comme dans les contes de Boccace, jeunes gens et jeunes femmes y devisaient librement au son des luttes
ou danser sur l'herbe, dans le parfum du thym vert florissant, de la lavande et des fleurs rares. On jouait aussi aux quilles ou à la balle, et on récitait des vers. Puis arrivait la collation, renommée pour ses exquises confitures, tout comme pour le regard traîtreusement gracieux de la jeune maîtresse de maison. Lorsque les vents d'automne dispersaient sur les flots glauques de la Saône, les pétales arrachés au massif et les feuilles mortes des berceaux de verdure, on se transportait à l'intérieur de la maison, dont les chambres étaient jonchées d'herbes odorantes pour rappeler encore la douceur des jardins. La société lettrée se pressait de plus en plus autour de la belle Cordière, qui était incontestablement l'une des femmes les plus cultivées de son temps. Nous savons mal ce qu'étaient les sentiments religieux de la belle Cordière, si ce n'est qu'elle voulait mourir dans la religion catholique où elle était née. Mais elle s'insurgeait du peu de considération de l'Église pour la femme. Certes, Lyon, Marseille et Paris avaient laissé tomber en désuétude le commandement biblique qui avait coûté la vie à Jeanne d'Arc. Une femme ne portera point d'habillement d'homme, et un homme de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 22,5. Mais la puritaine Genève s'en souvenait, et Calvin ne fut guère tendre dans ses écrits envers Louise Labbé. Celle-ci fit de l'émancipation des femmes l'un de ses chevaux de bataille. Provocatrice, elle n'hésitait pas à se rendre à des banquets à Lyon en haut de chausse et pourpoint d'homme, et à manier avec une grande habileté la pertuisane et l'épée. Elle avait une curiosité scientifique toute moderne, s'intéressait à toutes les questions de son temps. Elle frappait par son énergie. Courageuse au sein de l'adversité, luttant durement pour se faire une place dans la société, elle nous apparaît étonnamment proche des femmes modernes qui travaillent et sont conscientes de l'importance de leur rôle social. Par son sentiment de la responsabilité de la femme, comme de l'esprit de solidarité qui fit d'elle le champion de son sexe, elle démontre qu'elle est un précurseur et une féministe convaincue. Elle souhaite en fait, par son exemple, inciter les femmes à passer ou égaler les hommes, non en beauté seulement, mais en science et en vertu. Dans le domaine de la vertu, il faut bien dire cependant que la femme change de comportement, n'hésitant pas à démontrer qu'elle entendait bien être maître de son corps. Et de plus en plus nombreuses, les femmes, mais de toutes conditions sociales, prennent sans vergogne des amants et ne s'en cachent plus. On en vient à comprendre qu'à Paris, un quincaillier est imaginé de faire, comme jadis, commerce de ceintures de chasteté. Un beau jour, il en apporta une douzaine à la foire de Saint-Germain. 5 ou 6 maris jaloux en achetèrent, mais l'une des dames, qui dut en subir l'application, trouva un serrurier complaisant qui fabriqua une fausse clé, et, la ceinture ouverte, profita le premier de l'occasion. Cela se sut, le serrurier ne trouva plus de clients. Toutefois, le quincaillier parisien fit quelques timides émules, notamment à Marseille et à Lyon, rue des Corchebœufs. Aussitôt informée, Louise fut révoltée par cet odieux commerce et se rendit sur le champ, entourée d'une dizaine de femmes bien décidées, chez le vil commerçant, et lui acheta tout son stock de ceintures. Après quoi, elle alla en faire un feu de joie au bord de la Saône, et convia toutes les femmes
et les hommes qui approuvaient son geste à danser et à chanter autour. Quant à celui qui avait eu la malencontreuse idée de vendre de tels instruments, il dut jurer devant Dieu et devant Louise que plus jamais il ne recommencerait. Louise poursuivit avec acharnement son combat féministe durant toute sa vie, incitant toutes les femmes, de la plus simple paysanne à la grande dame de la cour, à se révolter contre leurs conditions et à prendre résolument leur destin entre leurs mains. La race illustre des femmes doit s'élever résolument au-dessus de la race vile des hommes, disait-elle en riant, paraphrasant Cornelius Agrippa. Par ailleurs, ces vers commençaient à circuler entre les amis qui se réunissaient chez elle et qui furent sans doute les fleurs les plus épanouies de la Renaissance lyonnaise. Il y avait bien entendu le fidèle Maurice Sèvres, mais aussi Antoine Fumet, qui fut l'un de ses premiers maîtres et écrivit dans un sonnet à sa louange « Heureux me sens d'avoir, non le premier aimé, méprisé ton savoir avant ta renommée. » Il y avait aussi les sœurs de Maurice, notamment Jeanne Crest, la jeune Clémence de Bourges, qui s'initiait à la vie de l'esprit en écoutant ses aînés, et la charmante Pernette, l'épouse de Maurice, qui fut l'amie préférée de Louise et que l'on surnommait dans le cercle des amis cousine. Il serait difficile d'énumérer tous les grands poètes et les artistes qui hantaient assidûment la demeure de Louise. Parmi les plus célèbres, on peut citer toutefois Mélin de Saint-Gelais, François de Billon, Antoine de Baïf, Étienne Jodelle, Pierre Ronsard et l'infortuné Clément Marot, avant que celui-ci ne soit chassé de Lyon à cause de ses sympathies pour la Réforme. De tous les amis très chers de Louise, Rémy Belot tenait une place privilégiée. Il était toujours richement vêtu, d'un pourpoint de soie, et portait moustache et barbe en pointe, bien taillée et peignée. Il semblait toujours sûr de lui et déterminé, et on ne lui parlait qu'avec une grande déférence, comme un grand seigneur. Mais derrière cette carapace dorée se cachait un garçon timide et inquiet qui doutait de tout, à commencer de lui-même. Seule Louise le connaissait intimement et parvenait à lui redonner confiance en lui. Elle le considérait comme l'un des plus grands poètes de son temps, avec Ronsard et Marot. Dans le jardin extraordinaire de Louise, le plus laid de tous était Lebeau, un nommé Jean-Baptiste Lebeau, fils d'un riche négociant lyonnais. C'était un petit homme, habillé de noir, des pieds à la tête, avec une énorme fraise blanche qui faisait paraître plus petite une tête d'oiseau déplumé, dont le nez mince était recourbé comme un bec, et dont les yeux ronds étaient d'un noir de jet. Il avait été introduit auprès de Louise par Étienne Jodelle, poète aux mains percées, à qui il prêtait souvent de l'argent. Lebeau était un érudit, presque un savant, qui soutenait sans rire que si dans tous les pays les femmes tenaient les rênes du pouvoir, le monde tournerait mieux, ce qui n'était pas pour déplaire à Louise. Il était aussi friand de belle littérature et de vers bien tournés, bien que lui-même poète médiocre. Comme tout le monde, il était amoureux de Louise et il lui consacrait la plupart de ses poèmes. Son trait de génie furent ces vers. « Madame, vos beaux yeux font vaciller les dieux », qui semblent annoncer ceux de M. Jourdain. « Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour »,
dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Mais c'était un garçon charmant, généreux, qui se mettait en quatre pour vous rendre service. Un soir, près de la porte Saint-Marcel, il se précipita pour venir en aide à une jeune femme importunée par un grand gaillard. Celui-ci le blessa mortellement d'un coup de couteau. À la suite de cette triste affaire, Louise s'informa sur le nombre d'agressions et de viols dont étaient victimes les femmes à Lyon. Le chiffre que lui communiqua le premier échevin de la ville l'épouvanta. Elle, qui se déplaçait très souvent dans les rues, habillée en homme et le poignard passé à la ceinture, recommanda alors à toutes les femmes de porter toujours sur elles une dague, afin de dissuader les importuns et au besoin de se défendre. La femme ne possède pas la force physique de l'homme, mais elle peut manier la dague ou l'épée avec autant d'habileté et de vélocité que lui. Louise en était la preuve éclatante. Dans le cercle de lettrés du jardin extraordinaire, une place à part doit être faite au plus important d'entre eux, le pétulant Pontus de Thillard, ami de Maurice Sèvres et bouillant amoureux de Louise. Pontus de Thillard n'était pas un amoureux comme les autres. S'il était poète, savant et philosophe, c'était aussi un homme d'église et même un prélat du temps de la Renaissance, parmi lesquels se recrutèrent les grands papes protecteurs des lettres et des arts. Un prélat qui vivait dans le luxe et qui était plus préoccupé d'humanisme et de poésie que de religion. Et il n'en démontra pas moins un grand courage face à la Ligue lorsqu'il fut, à la fin de sa vie, évêque de Chalon-sur-Saône. Pontus de Thillard, qui disait de Louise Labbé « Sa gloire est dans sa flamme », lui dédia de nombreux poèmes d'amour. C'est sans doute sous l'influence de ses amis, notamment Thomas Fortini, gentilhomme florentin installé à Lyon, qu'elle commença à son tour à écrire assidûment en 1546, peu après le choc que lui causa la mort de sa meilleure amie, Pernette du Guillet. On a dit parfois que les élégies furent les premiers vers composés par sa plume. En fait, il est plus vraisemblable que ce sont les sonnets qui marquèrent ses débuts dans la littérature, et ce sont eux qui, de toute son œuvre, ont le mieux survécu, même s'ils ne sont plus qu'au nombre de 25, et si Louise ne prit même pas la peine de leur donner un titre. L'un de ses biographes, Charles Bois, compare fort joliment les poèmes de Louise à un collier de camée dont chacun est ciselé à une effigie particulière. Dans sa poésie, qui traite presque uniquement de l'amour, Louise laisse parler son cœur et ses sens avec une grande sincérité. Elle écrivait selon son cœur, sa chair, ses sens, ses nerfs, soulignera Jean de Larnac dans l'un de ses ouvrages consacrés à la poésie féminine en France, et il ajoutera cette jolie remarque: ces vers semblent le fruit spontané du génie. Nous écoutons l'un de ces sonnets qui porte le numéro 7. On voit mourir toute chose animée lorsque du corps l'âme subtile part. Je suis le corps, toi la meilleure part. Où es-tu donc, ô âme bien-aimée? Ne me laissez pas si longtemps pâmer, pour me sauver après viendrait trop tard. Las, ne mets point ton corps en ce hasard, rends-lui sa part et moitié estimée. Mais fais, ami,
que ne soit dangereuse cette rencontre et revue amoureuse, l'accompagnant non de sévérité, non de rigueur, mais de grâce amiable, qui doucement me rende ta beauté, jadis cruelle, à présent favorable. C'est alors qu'entra dans sa vie un poète, plus jeune qu'elle de quelques années, beau, séduisant et disert, Olivier de Magny, originaire de Quercy, ami de Joachim du Bellay qu'il avait introduit au sein de la Pléiade et qui avait déjà publié un recueil de vers, Amour. Le coup de foudre fut réciproque, et il est vraisemblable qu'Olivier fut le premier homme, après le mystérieux homme de guerre, qu'elle aima avec passion. Il relata ses amours avec la belle Cordière dans Les Soupirs. Il célébrait dans ses vers les charmes de sa dame et les 2 rubis rouges de sa bouche alléchante. Il aimait la taquiner, et il ne s'en privait pas. Elle portait souvent autour du cou un collier que sa grand-mère et sa mère avaient porté avant elle et qui passait pour favoriser la lactation régulière et abondante. C'était un simple fil noir qui tranchait sur sa peau d'une blancheur éclatante, et sur ce fil noir étaient enfilées 3 agates taillées, celle du milieu en forme d'olive très allongée et celle qui l'encadrait parfaitement ronde. Olivier prétendait en riant qu'il s'agissait là d'un symbole phallique hérité des païens. Louise était d'une indulgence maternelle avec Olivier. Elle s'efforçait de satisfaire ses moindres désirs et pouvait passer des heures à le regarder dormir. Elle évoqua, avec des accents poignants, cet amour délirant dans sa seconde élégie, et bien évidemment dans ses sonnets, cœur de son œuvre amoureuse. Le plus brûlant de tous est sans doute le sonnet 18, dont je vous ai donné un avant-goût en préambule. Baise mon corps, rebaise-moi et baise, donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai 4, plus chauds que braise. Las, te plains-tu? Ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Lors, double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie. Louise n'avait jamais connu un tel désœuvrement. Elle ne se reconnaît plus. Dans la nuit, au milieu... Alors, il faut dire d'abord que, hélas, pour l'infortunée Louise, Olivier était volage, et d'ailleurs s'en vantait affrontément. Par ailleurs, il ne semblait guère disposé à s'engrotter à Lyon. Un de ses amis, Guillaume Sahel, lui avait présenté récemment Jean de Marcel, seigneur d'Avançon, diplomate et conseiller royal. Celui-ci fut nommé ambassadeur auprès du pape et proposa alors à Olivier de l'emmener à Rome, en qualité de secrétaire. On imagine bien qu'Olivier accepta aussitôt, et dès son arrivée dans la ville des papes, il mit sa gloire à conquérir tous les cœurs féminins, oubliant vite la belle Cordière. Et c'est la raison du désœuvrement de Louise désespérée, qui se lamentait sur son bonheur passé. Ses sanglots résonnent encore
à travers ses poèmes avec la même fraîcheur et la même violence d'alors. Dans la nuit, au milieu de ses insomnies, elle voyait se dessiner sur le plafond de sa chambre le visage de son amant. Tout aussitôt que je commence à prendre dans le molle lit le repos désiré, mon triste esprit hors de moi retiré s'en va vers toi, incontinent se rendre. Lors m'est avis que dedans mon sein tendre, je tiens le bien où j'ai tant aspiré, et pour lequel j'ai si haut soupiré, que de sanglots est souvent puis défendre. Ô doux sommeil, ô nuit à moi heureuse, plaisant repos, plein de tranquillité, continuez toutes les nuits mon songe, et si jamais ma pauvre âme amoureuse ne doit avoir de bien en vérité, faites au moins qu'elle en ait en mensonge. Tous les cordiers de la ville, vêtus de leurs habits de pénitents et récitant à haute voix les heures des trépassés, suivaient le cercueil, deux à deux, d'un pas lent et solennel. Venait ensuite un porte-clochette, vêtu et chaperonné de blanc, qui s'arrêtait à tous les carrefours pour agiter sa cloche et clamer d'une voix lugubre: Messieurs les courriers de la confrérie de la Sainte Trinité font à savoir qu'est allé de vie à trépassement Pierre Charlin, dit l'abbé, courrier de la confrérie. Pourquoi, messieurs les cordiers, vous demandent de prier Dieu pour son âme? Marchaient ensuite en cortège tous les pauvres de l'aumône générale, dont le défunt avait été un des fondateurs, puis la famille et des amis nombreux qu'avait compté dans sa vie maître Pierre. Cette année 1522 commençait bien tristement pour Louise. La mort de son père sera certainement l'un des plus grands chagrins de sa vie, d'autant plus qu'il s'était brouillé avec elle sous l'influence d'Antoinette et qu'il mourut, semble-t-il, sans s'être réconcilié. Elle lui était pourtant jadis plus chère que la prunelle de ses yeux. Il disparaîtra sans avoir lu une seule ligne des œuvres qui la rendirent célèbre pour la postérité. Je n'avais jamais vu une douleur si profonde et si tendre, notera dans ses carnets Maurice Sèvres. Le lendemain des obsèques, à la taverne du Père Michel, rue de Sainte-Catherine, le fidèle Benoît noyait son chagrin dans un verre de vin de Pinot. C'était dur pour le vieil homme de perdre celui qu'il considérait comme son bienfaiteur. Toutefois, il avait pu serrer dans ses bras, au sortir de l'église, celle qu'il avait vue naître 29 ans plus tôt, et il avait failli se pâmer d'émotion. On peut penser qu'il recommanda à Louise de se méfier des intentions de la cupide Antoinette. Un an et un jour plus tard, en effet, celle-ci se remariait avec un riche notaire royal, et il fallut un procès pour que Louise et son frère François puissent récupérer cette terre de Géla auquel ils tenaient tant. Dans ces heures de souffrance, il est vraisemblable que Louise trouva une certaine consolation et une compréhension auprès de son époux, même si nous savons qu'il n'existait guère d'intimité entre eux. Les enfants les auraient peut-être rapprochés, mais ils n'en eurent jamais, et Louise n'avait alors d'autres proches que les deux fils de François, dont elle fera d'ailleurs ses héritiers. Louise ne se laissa pas aller, et reprit vite du poil de la bête, malgré son deuil et l'attitude toujours odieuse d'Olivier de Magny. Délices et tourments de l'amour,
qui résonne déchirée dans les sonnets et les élégies, se donne trêve dans le malicieux récit en prose qu'elle commença alors à écrire sous l'influence de Thomas Fortini, le débat de folie et amour. Ce conte alerte du tout entier à sa fantaisie, se déguste sans modération. La fable antique en fournit le cadre, mais le thème et ses pittoresques détails nous font découvrir toute l'originalité et l'imagination de la belle Cordière. La satire de la société de la Renaissance est véhémente, mais jamais méchante. Nos plus grands écrivains ont rendu hommage à cette œuvre drôle et pleine de finesse. Voltaire la tenait pour le chef-d'œuvre de Louise. Sainte-Beuve qui disait que Louise eut la passion, l'étincelle sacrée, considérait pour sa part que le débat de folie et d'amour apportait la preuve éclatante que la belle Cordière était aussi à l'aise dans la prose que dans la poésie. Enfin, il faut rappeler que ce bon La Fontaine emprunta le conte de Louise dans sa fable L'amour et la folie, qui commence ainsi: tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Comme on peut l'imaginer, Louise prêcha l'émancipation de la femme dans le débat et reprocha gentiment à Rabelais, qui venait de publier le quart-livre, son opposition résolue à l'éducation des femmes et sa tendance à minimiser son rôle dans la société par rapport au nôtre. En 1553, elle sollicita du roi Henri II, blond chef couronné d'un laurier vert, qu'elle avait rencontré à Lyon lors de sa magnifique visite en septembre 1548, le privilège d'édition. Elle l'obtint un an plus tard, et ses œuvres sortirent de presse le 12 août 1555. Éditées chez Jean de Tourne, ses écrits étaient assez bizarrement accompagnés d'une gerbe de fleurs de rhétorique à sa louange, rassemblée sous le titre ingénu de Louange à Dame L. Dame Louise Labbé lyonnoise. La publication de ces œuvres, escortée du gracieux cortège des louanges, marqua l'apogée de la vie de Louise Labbé. Désormais, la nymphe ardente du Rhône, comme l'appellera Marceline Desbordes de Valmore, éclatante et épanouie, allait entrer dans ces mélancoliques années de crépuscule qui, pour elle, vinrent de bonheur, puisqu'elle mourut à l'âge de 44 ans. Voici venu pour la belle Cordière le temps des regrets, des deuils et de la solitude. Sa jeune amie et confidente Clémence de Bourges mourut de chagrin en 1561, après que son fiancé, Jean du Perrat, fut tué dans la guerre contre les protestants. Cette mort creusa dans l'âme de Louise un vide qui ne devait plus être comblé. Cette même année, l'ingrat Olivier de Magny, la grande passion de Louise, meurt à son tour prématurément, à seulement 32 ans. Il avait fait circuler une ode satirique qui avait profondément blessé Louise, comme elle avait blessé cette infâme chanson de la belle Cordière qui allait courir pendant des mois dans les rues de la ville et traversera les siècles. Chacun y retrouvait même le bon Thomas Fortini, le Florentin, chacun s'y retrouvait, même Thomas Fortini, qui pourtant n'aura jamais que des relations de profonde affection avec Louise. Ah, voici cette fameuse chanson de la belle Cordière. Je logeais chez la Cordière, faisant le bon compagnon. M'a dit la dame Gorière, approchez-vous, mon ami. Il y vint un avocat, lui montra tant de ducats. Approchez-vous, avocat, ça dit la dame Gorière. Il y vint un cordonnier qui était amoureux d'elle.
il est venu un meunier, son col chargé de farine. Il a tout enfariné. Cette gentille cordière, il a faut espousseter. Il y vint un Florentin, tout habillé de satin. Charles Bois, le biographe de Louise, soulignera qu'il n'existe pas la moindre preuve que Louise Labbé eût été moindrement une femme facile. Mais il faut bien reconnaître que ses prises de position en faveur de l'émancipation des femmes et de l'amour libre ne pouvaient que la condamner aux yeux des mauvais esprits. Charles Bois ne s'en émeut pas outre mesure et constate « Toute jolie femme ou grande dame est exposée à voir tomber à ses pieds quelques rimes polissonnes. » Durant ces années difficiles, Edmond Perrin soutint sa femme et démontra que c'était un homme de cœur. Mais il était lui-même assailli de soucis. La France traversait une période financièrement pénible. La continuation des guerres mettait le trésor public à sec. Et comme toujours, de tout temps, selon la coutume constante de tous les gouvernements, on vint largement piocher dans la poche des contribuables. Une imposition royale de 40 000 écus s'abattit sur la ville de Lyon. Comme tous les notables et marchands, Edmond dut en supporter sa quote-part. Ce fut le point de départ pour lui d'une débâcle financière qui ira en s'accentuant au fil des années. Louise menait alors une vie extrêmement retirée, à l'antipode de sa vie antérieure. Fini pour elle ces soirées raffinées dans son jardin extraordinaire. La plupart de ses amis avaient rejoint d'autres cieux, et la politique à Lyon comme ailleurs, ainsi que le fanatisme religieux, prenait désormais le pas sur les arts et sur la poésie. Après la mort tragique d'Henri II lors d'un de ses tournois, qu'il avait tant aimé, se rallumèrent furieusement les guerres de religion où l'on massacrait et s'étripait gaillardement au nom du Dieu d'amour. Louise se sentait dépassée par les événements et elle préféra se retirer dans ce domaine de pare-cieux que François avait enfin récupéré, et là, elle lisait des ouvrages nouveaux, comme l'Heptaméron de la reine de Navarre, qui lui rappelait vivement les heures joyeuses qu'elle avait passées dans son jardin paré de lys, ou Daphnis et Chloé. Elle feuilletait avec mélancolie les regrets de Joachim du Bellay, qui évoquait cet Rome où Olivier l'avait oublié dans les bras d'autres femmes. Lyon sortit meurtri de la férocité des fanatiques, tant catholiques que huguenots. Mais alors qu'elle commençait seulement à panser ses plaies, se déchaînèrent coup sur coup deux de ces épidémies qui sévirent durant tout le Moyen-Âge et qu'une médecine rudimentaire ne parvenait pas encore à enrayer. La coqueluche, qui faucha un nombre impressionnant de petits-enfants, et la peste noire, ce mal qui répand la terreur, dira un siècle plus tard La Fontaine. Entre autres victimes, la peste emporta le pauvre Edmond Perrin, qui, dès 1558, avait pris sa retraite, usé et ruiné. Sa veuve se retira alors quelque temps dans ce pare-cieux qu'elle aimait tant, et lorsqu'elle rentra à Lyon, ce fut pour trouver la ville vidée des 2/3 de ses habitants. Maurice Sèvres, l'ami de toujours, et François, son frère préféré, avait quitté ce monde, et il ne lui restait que son dévoué Thomas Fortini. Malade à son tour, elle fut soignée avec une affection fidèle par le Florentin, et sentant sans doute qu'en dépit des soins prodigués, elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre, elle fit faire son testament, en présence de 7 témoins, pour la plupart italiens, dont 2 étaient d'humbles artisans et ne savaient même pas signer leur nom. Ce testament
qui nous est parvenu est un document très émouvant, qui nous éclaire sur le vrai visage de la belle Cordière et nous la présente sous un jour bien différent de celui auquel nous avait accoutumé la lecture de ses sonnets, élégies et vers d'amour. Nous le découvrons sur la fin de sa courte vie, humblement rentré dans le giron de son église maternelle, réglant ses obsèques, jusqu'à la curieuse obligation de les faire de nuit, à la lanterne, et n'oubliant dans ses libéralités aucun des serviteurs qui l'assistèrent de la jeunesse à l'âge mûr, notamment la vieille Pernette, seule âgée là depuis la mort de Benoît son époux en 1560. Mais, à la grande surprise des médecins, elle finit par se rétablir et reprit même ses visites aux pauvres de l'aumône générale. Puis, elle retourna à Gelin, où la maladie, à nouveau, la cloua au lit. Pernette la soigna avec dévouement, et celle qui, 44 ans plus tôt, avait reçu la nouveau-née dans son tablier, lui ferma les yeux un matin d'avril de l'an 1566. Le bon Thomas Fortini fera ériger le 30 août de la même année, dans la petite église de Parcieux, la pierre tombale de Louise Labbé, malheureusement aujourd'hui disparue. Le souvenir de la belle Cordière demeura vivant dans la cité qu'elle avait tant aimée, et ses œuvres ne cessent depuis 4 siècles de toucher le cœur de générations de lecteurs amoureux de la poésie. Il demeura si vivant que lorsqu'arriva la Révolution française et que Lyon s'apprêtait à devenir commune affranchie, le nom de Louise Labbé ressurgit sur toutes les lèvres. Les hommes de la Révolution ne se souciaient peu pourtant de poèmes amoureux, mais ils avaient un fier amour de la liberté, et pour eux, ce nom demeurait lié à cette liberté même qu'elle avait chantée plus de 2 siècles auparavant. Et c'est ainsi que, lorsque, en 1790, se formèrent les 28 bataillons de la garde nationale de Lyon, l'un de ceux-ci choisit de se nommer Bataillon de la Belle Cordière. Son drapeau représentait Louise Labbé, vêtue simplement, assise sur un lion, une guirlande de fleurs lui descendant de l'épaule gauche, et avec, dans la main droite, une pique entrelacée de lys et surmontée du chapeau de Guillaume Tell, restaurateur de la liberté helvétique. Au bout de la pique, flottait au vent un ruban sur lequel on pouvait lire « Tu prédis nos destins, Charlie, belle Cordière, car pour briser nos fers, tu volas la première. » De l'autre côté du ruban étaient gravés ces mots « Belle Cordière, ton espoir n'était pas vain. » Dans sa main gauche, au-dessus du globe terrestre, Louise Labbé tenait son superbe poème sur la liberté française. C'est sur cette étrange apothéose d'une femme de la Renaissance transformée en déesse raison que se clôt l'histoire terrestre de Louise Labbé. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.